Nous avons pour deuxième intervention une intervention conjointe entre Pierrette Hayek et Odile Chani. Le titre, c'est Transformer le dialogue social autour de l'IA pour améliorer sa régulation. Pourquoi et comment? Merci Pierrette et Odile d'avoir accepté notre invitation. Je dis quelques mots de présentation sur chacune d'entre vous. Pierrette est docteur en sciences de gestion au sein de l'IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est membre de la chaire Transformation et régulation de la relation de travail. Ses travaux de recherche portent sur les processus d'apprentissage dans les organisations syndicales pour faire face à un objet complexe et prennent notamment appui, ces travaux, sur le cas de la gestion algorithmique du personnel. Odile Chani, quant à elle, est économiste. Depuis une quinzaine d'années, elle travaille au service des acteurs syndicaux et des représentants du personnel. Depuis l'IRES, l'Institut au service des organisations syndicales, elle a fondé et co-anime le réseau Sharers and Workers, une démarche de connexion d'acteurs autour des enjeux de recomposition du travail liés à la transformation digitale, et en particulier l'économie des plateformes, de la donnée et de l'IA. Ce réseau est actif en France depuis 2015 et à l'échelle européenne depuis 2018. Et ses travaux portent principalement sur la coproduction et l'élaboration de pratiques innovantes en matière de dialogue social. Pierrette, Odile, je vous cède la parole pour 45 minutes de présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci Vincent, merci Cyril pour l'invitation et pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais un peu faire une restitution de mes travaux de thèse sur les processus d'apprentissage dans les organisations syndicales, en prenant le cas de la gestion algorithmique. Je note cette thèse, elle a été réalisée à l'EU de Paris sous la direction du professeur Rémi Bourguignon. Donc, euh, Cette recherche s'inscrit dans le contexte de ce que Klaus Schwab nomme la quatrième révolution industrielle, où nous assistons à une fusion sans précédent des sphères digitales, physiques et biologiques. Et au cœur de cette transformation, il y a le management algorithmique qui émerge non pas comme un simple outil technologique supplémentaire, mais comme une fault line, une ligne de fracture dans l'organisation traditionnelle du travail. Il transforme radicalement les processus décisionnels et reconfigure les rapports de pouvoir au sein des organisations, comme on va le voir. Face à ces transformations profondes, les syndicats sont appelés à jouer un rôle crucial. Leur capacité à comprendre et à agir sur ces nouvelles formes de management conditionnera l'avenir du travail, voire celui du dialogue social. Dans ce nouveau contexte, l'apprentissage et l'adaptation deviennent des nécessités fondamentales pour les organisations syndicales. Il ne s'agit plus seulement de défendre des acquis, mais aussi d'appréhender des systèmes technologiques complexes et leurs implications pour les travailleurs. Le management algorithmique représente une transformation profonde de l'organisation du travail, comme le montre l'analyse d'une chercheure dans un papier de Harvard, Kellogg et al., qui ont identifié des 6 R. Et finalement, on a à gauche, on va voir ces trois domaines d'application principaux, donc la direction des travailleurs, où les algorithmes dictent et encadrent les tâches, l'évaluation caractérisée par une surveillance et une notation continue, la discipline avec des mécanismes automatisés de récompense et de sanctions. Et sur la droite, on a trois niveaux d'implication et risques. Les risques directs, notamment la discrimination et l'opacité des décisions. On a les impacts individuels sur les travailleurs, touchant leur autonomie et leur dignité, donc avec un stress et une charge émotionnelle qui va être de plus en plus forte. Les enjeux collectifs avec une fragmentation du collectif de travail et un affaiblissement des capacités de résistance. En conclusion, le management algorithmique représente un objet difficile à saisir et à négocier pour les organisations syndicales. Sa complexité technique, ses impacts étendus sur la dynamique du lieu de travail et les défis qu'elle pose au cadre réglementaire existant nécessitent une approche nuancée, voire multidisciplinaire. À mesure que les organisations continuent d'adopter et d'affiner les pratiques de gestion algorithmique, il est crucial que les partenaires sociaux développent de nouvelles stratégies pour comprendre, négocier et même gouverner ces systèmes. Les organisations syndicales se trouvent confrontées à un double défi majeur. Premièrement,
on doit comprendre la boîte noire algorithmique, donc c'est-à-dire des systèmes techniques complexes dont l'opacité pose des questions fondamentales et de gouvernance et de contrôle. Et deuxièmement, on doit négocier des règles d'encadrement qui soient adaptées à ces nouvelles réalités. Donc, et ce qui rend ce défi particulièrement complexe, c'est la présence de trois types d'incertitudes. On est sur un premier type d'incertitude scientifique liée à la complexité technique de ces systèmes-là. On est sur une incertitude socio-économique concernant les impacts sur le travail et l'emploi. Finalement, on a une incertitude radicale, donc au sens de Knight et Keynes, où les probabilités même des résultats sont inconnues, voire impossibles à calculer. Donc, ces constats nous amènent à notre question de recherche centrale. Donc, comment les organisations syndicales nationaux apprennent-ils à connaître un nouvel objet de dialogue social? Donc, cette question, elle est pertinente sur deux plans théoriques que je vais vous épargner, mais aussi sur le plan pratique. Donc, comprendre comment les OS apprennent et font face à de nouveaux objets. Cette question, effectivement, va nous guider tout au long de cette présentation où effectivement on va explorer les processus d'apprentissage contrastés de deux organisations syndicales françaises face au management algorithmique. Pour comprendre les syndicats, comment les syndicats apprennent face à ces incertitudes, nous développons une synthèse théorique un peu originale de l'apprentissage organisationnel en articulant trois perspectives. La métaphore de l'acquisition, qui met l'accent sur les processus cognitifs et la résolution de problèmes, et elle nous permet d'analyser comment les syndicats développent de nouvelles connaissances et compétences face au management algorithmique. La métaphore de la participation qui est centrée sur les communautés de pratique et l'apprentissage situé. Cette approche est particulièrement pertinente pour comprendre la dimension collective et identitaire de l'apprentissage syndical. Et finalement, une approche qui est pragmatiste, qui vient enrichir notre compréhension à travers les concepts d'expérience, d'enquête et de transaction. Cette perspective, notamment d'appréhender comment les syndicats transforment leurs pratiques face aux situations problématiques. Pourquoi cette synthèse théorique elle est particulièrement adaptée aux spécificités des organisations syndicales? Pour rappel, car ils ont une double rationalité, ces organisations, à la fois administratives et représentatives. Donc, ce qui crée des tensions, mais offre aussi des opportunités uniques d'apprentissage. Il y a aussi leur nature qui est démocratique et qui nécessite toujours des processus d'apprentissage qui soient inclusifs et participatifs. Et finalement, ils ont toujours le besoin d'équilibrer la tradition avec l'adaptation et c'est un défi constant pour les syndicats dans un monde de travail en rapide évolution. Donc les syndicats doivent conjuguer l'acquisition de nouvelles expertises, le maintien d'une identité collective forte, mais aussi la transformation de leurs pratiques face aux défis émergents. Bon, mon dispositif méthodologique repose sur une architecture qui est intégrée sur trois dimensions pour faire voir une approche processuelle permettant de saisir la dynamique temporelle de l'apprentissage syndical, donc sur un temps long, donc de 6 ans, de 2017 à septembre 2023. Cette temporalité longue, elle est essentielle pour comprendre l'évolution des pratiques et des représentations. J'ai aussi en fait une étude comparative de deux organisations syndicales majeures, ce qui offre un peu un cadre rigoureux pour identifier les patterns communs et les spécificités de leur processus d'apprentissage. J'ai appliqué une démarche de grande théorie abductive qui facilite un dialogue constant entre le terrain et la théorie, particulièrement adaptée à l'étude de phénomènes émergents comme le management algorithmique. La force de ce dispositif, elle se réside sur, premièrement, le pouvoir de trianguler les données, une profondeur temporelle de l'analyse et une richesse comparative. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est la flexibilité analytique. Je vais revenir un peu sur mon corpus empirique qui est dense et diversifié. Pour ES1, nous avons un large éventail de documents, donc internes et publics, un matériel audiovisuel conséquent qui inclut des débats et des formations, des entretiens avec les divers responsables, les leaders syndicaux et de l'observation non participante. Pour OS2, c'était des documents stratégiques clés, donc des bouquins, des rapports, des webinaires et tables rondes, des entretiens avec le seul leader syndical du processus et responsable du numérique au sein de cette OS2. Donc cette complémentarité des sources permet cette triangulation robuste des données et une compréhension fine des processus d'apprentissage dans chaque organisation.
Donc, on va maintenant procéder par la présentation des résultats. Donc, ça va être sur deux temps. Dans un premier temps, et pour chacun des cas, je vais caractériser les processus d'apprentissage tout en montrant les différentes phases. Et dans un deuxième temps, je vais venir sur les facteurs explicatifs qui ont émergé de cette analyse. Donc, je vais commencer par un peu une vision d'ensemble, une vue d'ensemble, et puis j'ai taillé plus. Notre analyse comparative révèle deux approches fondamentalement différentes face aux défis du management algorithmique. Donc, OS1, qui développe une démarche résolument collective, donc une culture d'apprentissage marquée par, premièrement, l'acceptation de l'incertitude comme un point de départ, une volonté d'enquête collective plutôt que des certitudes immédiates. Deuxièmement, on a une approche qui est collaborative, manifestée par la co-construction systématique avec les différentes parties prenantes, l'ouverture au dialogue multi-acteurs, et troisièmement, une évolution qui est continue, permettant d'une part l'adaptation itérative des pratiques et d'une autre part l'enrichissement progressif des approches. Pour OS2, on est plutôt sur une démarche experte. Donc, premièrement, ancrée dans une culture de l'expertise avec la recherche de certitudes et de cadres stables, une approche structurée et descendante donc d'une autre part. Deuxièmement, leur approche elle est caractérisée par une vision institutionnelle, donc avec la priorité au cadre existant. Et deuxièmement, donc type de droit du travail, etc., focus sur le niveau européen. Et troisièmement, une stratégie stabilisée autour de 9 priorités qui sont déjà fixées dès le début et un cadre d'action qui est prédéfini. Donc voilà notre processus. On va premièrement voir comment le commencement de l'identification donc à l'action entre 2017 et 2018. Ensuite, on verra un peu le déroulement dynamique de l'apprentissage et finalement l'aboutissement de ces 3 dimensions. Donc, la phase initiale révèle déjà des orientations distinctes. Donc, pour OS1, une démarche d'enquête précoce. Donc, dès mars 2017, on a eu une communication du leader syndical responsable de la question du numérique dans cette organisation, demandant l'urgence d'agir. Organisation de tables rondes aussi, thématiques ciblées. On a eu une consultation large et structurée, donc un sondage auprès des membres, des militants, une participation active au débat public de la CNIL. Et pour rappel, à l'époque 2017, la CNIL a lancé un appel et eux, ils ont fait partie de cet appel. Des actions concrètes et rapides. Donc, on a eu une série de tables rondes pour former et sensibiliser. L'élaboration collaborative de chartes avec des partenaires du monde de la tech RH. Un accent fort sur la formation des militants. Pour OS2, dans cette phase-là, on était dans une approche plus institutionnelle. Donc, on est rentré par le niveau européen donc en mai 2018 avec une audition au niveau européen, une contribution à des rapports et des avis. On a un congrès national qui s'est ensuite venu donc structurer un peu le tout avec la constitution d'un groupe d'experts internes. Et en fait, on a un cadrage institutionnel très fort, définition des priorités sur l'IA et un accent sur les droits existants. Donc, au niveau du déroulement, la période de 2019 et de 2023 va venir accentuer comment dire, les divergences initiales. OS1, elle développe une construction progressive. Donc, on a premièrement un leadership qui est évolutif et adaptatif, sachant bien que les leaders syndicaux, en fait, ils sont changés dans cette organisation syndicale responsable de la question du numérique tout au long de ces années. Donc, on a vu à ce niveau-là une transition qui est fluide, un maintien de la continuité stratégique. Deuxièmement, on a une multiplication stratégique des partenariats, donc, qui se concrétise par des académiques au niveau académique avec des universitaires et des chaires auxquels ils ont fait partie. Au niveau institutionnel, la CNIL, l'IRES. Au niveau privé, on a un peu en fait Impact AI, on a en fait les startups de la tech RH. Troisièmement, on a des projets structurants d'envergure, comme Confiance IA, comme projet phare, la participation à des initiatives du patronat, donc type MEDEF, participation au projet intersyndical de Dialia, et en fait, et aussi, ils ont aussi mené un projet européen, donc Sequoia.
Pour OS2, on poursuit dans cette phase-là une consolidation experte. Donc, premièrement, on a un leadership centralisé. Donc, le leader syndical responsable de la question du numérique, il était toujours constant. Il est la figure centrale même de cette question tout au long de ces années. On a un maintien d'une approche qui est top-down. Deuxièmement, on a des partenariats ciblés et limités, donc un focus très européen, une collaboration étroite avec un seul chercheur du monde universitaire et un partenariat avec un cabinet de consulting qui va être fragilisé par la suite. Au niveau des productions à dominante expert, on voit plus des rapports, des livres, des séries de webinaires de formation. Cette analyse donc chronologique met en lumière comment les choix initiaux ont façonné les trajectoires d'apprentissage distinctes de ces deux OS, conduisant à des résultats contrastés que nous allons maintenant examiner. Donc, l'analyse de nos résultats révèle des différences significatives selon trois dimensions clés. On sera en fait sur une dimension qui est pédagogique, une dimension discursive et finalement une dimension qui est régulative. Au niveau de la dimension pédagogique, donc OS1 développe une stratégie pédagogique multiforme, donc une communication continue via le bulletin confédéral et divers canaux, des outils pratiques directement utilisables, type la charte, les fiches CSE, la boîte à outils du projet Confiance IA, etc. Et des ressources qui sont toujours spécifiquement conçues pour les représentants syndicaux. Pour OS2, l'approche elle est plus généraliste. On a une production d'un opus qui regroupe des fiches et retours diverses et variés. Donc, on a aussi une organisation de séries de webinaires, donc d'une heure, structurée autour de trois axes, comprendre, réguler, négocier l'IA, où des experts viennent un peu former et expliquer les contraintes et les choses à bien monter, et une approche plus théorique que pratique. Au niveau de la dimension discursive, OS1 développe un discours multiniveau, donc des interventions diversifiées, des auditions parlementaires, contribution aux travaux de la CNIL, participation active au débat européen, et une argumentation qui est riche, combinant toujours des aspects techniques, sociaux, éthiques. Pour OS2, leur maintien d'un focus plus institutionnel leur rend plus une concentration sur le niveau européen, un discours qui est centré sur les aspects légaux et réglementaires et une emphase sur les droits existants plutôt que sur leur évolution. Finalement, sur la dimension régulative, OS1 se positionne comme il leur dit, en fait, je leur cite, force de proposition. Donc, ils sont sur une contribution concrète au cadre réglementaire, participation au référentiel RH de la CNIL, implication dans la consultation sur des niveaux mondiaux, type OCDE et AI, proposition pour la régulation européenne de l'IA. Et ils ont toujours des projets structurants comme Sequoia, Confiance IA, etc. OS2, ils sont plus en retrait, avec un focus sur les rapports et les avis au niveau européen. Peu d'initiatives régulatoires directes, mais une approche plus réactive que proactive. Maintenant, on passe à notre deuxième temps de la présentation de nos résultats, en effet, sur les facteurs explicatifs qui rendent qui met en relief les différences qui émergent de ces deux cas et qui peut être expliqué par deux ensembles de facteurs je vois qui sont interconnectés. On a d'une part le leadership et la vitalité délibérative. Donc le contraste est marqué entre, pour ES1, un leadership post-héroïque caractérisé par des transitions fluides entre les leaders, un partage effectif des responsabilités, une forte capacité de délibération collective. Pour ES2, c'est un leadership héroïque qui est manifesté par une centralisation autour d'un seul leader syndical, une approche experte descendante, une délibération collective limitée. Au niveau des modalités, donc notre deuxième facteur, la modalité d'apprentissage et réseau. Donc l'efficacité des approches, elle est influencée par, pour ES1, un apprentissage collaboratif via des communautés ouvertes, des réseaux diversifiés qui permettent une forte intermédiation, et une capacité à mobiliser des partenaires variés. Pour ES2,
On est sur un apprentissage plus structuré, en groupe fermé, des réseaux principalement institutionnels et une intermédiation limitée. Donc, ces facteurs explicatifs nous permettent de comprendre comment les choix organisationnels ont conduit à des trajectoires d'apprentissage et des résultats distincts et ouvrent la voie maintenant pour voir un peu le niveau pratique pour les organisations syndicales. L'implication pratique pour les OS, c'est premièrement développer des apprentissages mixtes adaptés aux enjeux de management algorithmique. Deuxièmement, investir dans la diversification des réseaux et le développement des capacités d'intermédiation. Troisièmement, équilibrer les styles de leadership pour favoriser l'innovation et l'adaptation. Quatrièmement, renforcer la vitalité délibérative au sein des syndicats et finalement, développer toujours des outils pratiques pour aider les représentants syndicaux. Donc, pour finir, le dialogue social, c'est une activité dont la nature et le périmètre sont évolutifs, voire mouvants. Donc, je cite Bourguignon et Stymec. Donc, historiquement, nous avions un dialogue social que l'on pourrait qualifier de traditionnel, voire institutionnel, caractérisé par des jeux d'acteurs établis, donc des cadres de négociation standardisés et des approches essentiellement procédurales. Ce que nous observons à travers l'étude de l'apprentissage organisationnel face à l'IA, c'est l'émergence d'un dialogue social apprenant. Donc, dans ce nouveau paradigme, nous voyons les acteurs s'engager dans une véritable co-construction des savoirs face aux incertitudes. Les pratiques de dialogue elles-mêmes se renouvellent avec une adaptation collective aux enjeux émergents. Et c'est là où l'IA, et la gestion algorithmique plus précisément, joue un rôle particulièrement intéressant. Elle agit comme un véritable catalyseur de transformation. La complexité des enjeux qu'elle soulève nécessite un apprentissage mutuel entre les acteurs et cela conduit à renouveler les modes d'interaction et fait émerger de nouvelles formes de régulation collective. Donc, ce que cette recherche montre, c'est que l'apprentissage organisationnel n'est pas simplement une grille d'analyse théorique des organisations syndicales, qui sont clés, des acteurs clés du dialogue social, c'est un processus qui transforme fondamentalement la manière dont les acteurs sociaux interagissent et construisent ensemble des réponses aux défis contemporains. Et pour en finir, en apprenant sur l'objet, on vient aussi transformer le dialogue social. Merci beaucoup, Pierrette. Merci. Présentation très synthétique et en même temps assez précise. Je propose, Odile, que tu enchaînes pour, à la fin de ta prise de parole, Odile, avoir une discussion sur vos deux présentations. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, oui, Odile, parfait. Ok, Merci. euh, merci beaucoup Cyril et Vincent pour cette opportunité de témoigner d'expériences, justement d'expérimentation organisationnelle dans le cadre de l'IRES, qui est l'institut que je représente aujourd'hui. Et donc, j'ai intitulé ma présentation l'approche partie prenante des projets partenariaux de l'IRES, puisqu'effectivement, il s'agit pour moi de, de faire un peu état de deux projets très structurants parmi d'autres démarches que l'IRES porte depuis maintenant 10 ans sur les enjeux de transformation numérique et de dialogue social. Alors, en propos introductifs, si j'arrive à avancer, ce qui ne semble pas être le cas. Ok. Donc, aujourd'hui, je représente ici dans ce webinaire l'Institut de recherche économique et sociale, qui est l'Institut pour les organisations syndicales en France, qu'on peut en quelque sorte appeler le commun des organisations syndicales. Ça fait 10 ans que maintenant l'IRES mène des projets de recherche-action sur la façon dont la transformation numérique impacte, percute le monde du travail et les acteurs sociaux et la façon dont on peut mener une réflexion sur des modalités renouvelées de régulation et en particulier sur la place du dialogue social dans ces modes de régulation. C'est pour ça que l'approche dont je témoigne aujourd'hui, elle est située et elle est fondamentalement bottom-up.
Elle est systématiquement portée, coordonnée et menée en partenariat avec des organisations syndicales, mais aussi des parties prenantes dans les entreprises et les organisations. Ces organisations syndicales ont soit coordonné ou piloté des projets qui ont été aussi menés par l'IRES, à savoir par exemple la CFE-CGC pour le projet Sequoia Deal, où ces projets ont aussi été menés dans une logique intersyndicale, qui est le cas du projet Dialia, dont je vais également parler. Donc fondamentalement, ce qui est l'ADN de tous les projets que mène l'IRES sur les enjeux de transformation numérique et de dialogue, c'est bien de promouvoir et de porter une approche bottom-up qui part des situations de travail, du contenu du travail, de l'organisation du travail, des relations de travail, et qui donc débouche sur une réflexion sur les enjeux de dialogue social, voire élargi. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été partagés durant les précédents webinaires et encore aujourd'hui sur les spécificités de l'intelligence artificielle comme objet socio-technique, et en particulier l'accent mis dans l'introduction par Cyril sur les enjeux organisationnels. Ce que l'on porte à l'IRES et dans tous les projets qu'on mène, c'est l'idée de dire oui, ok, le dialogue social, ce sont des acteurs, des objets, des lieux, ça peut être plus ou moins situé, ça peut s'articuler aussi avec d'autres modes de régulation, mais surtout quand on prend la mesure de la complexité que représente la transformation numérique, sur lequel vient de réinsister de nouveau Pierrette, ce dialogue, il est incontournable, il est complexe et il est aussi à outiller. Il est incontournable, ne serait-ce que parce qu'effectivement, on n'est pas en mesure de mesurer l'impact de ces systèmes-là quand ils sont, tant qu'ils ne sont pas introduits, et que justement la prise en compte non seulement de la dimension organisationnelle, mais de l'incertitude fondamentale des effets de ces systèmes-là quand ils rentrent dans les organisations, amène nécessairement à réfléchir à l'outil que représente le dialogue partie prenante dans l'entreprise ou les organisations. Il est complexe pour plusieurs raisons qui tiennent au fait que, en quelque sorte, la transformation numérique, elle fait aussi bouger les frontières. Elle fait bouger les frontières, la création de valeur, elle fissure en quelque sorte un peu aussi l'organisation et les frontières de l'entreprise comme lieu de création de valeur, et elle amène aussi en quelque sorte, à se poser la question du cadre dans lequel, en fait, enfin, des modalités du dialogue, c'est-à-dire parle-t-on de dialogue social institué, mais aussi, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de réfléchir à des modalités renouvelées de dialogue partie prenante? On a parlé du dialogue professionnel, mais on peut aussi penser à tout simplement élargir le champ ou le lieu du dialogue, à l'étendre, pourquoi pas, à une filière, à des parties prenantes dans la création de valeur. Et puis, il y a ce mot magique qui est dans l'approche de l'ANA, qui est le dialogue social technologique, hein, qui peut désigner l'objet, tout comme il peut désigner aussi les acteurs avec lesquels on peut dialoguer. Il est complexe aussi dans le fait que, et ça c'est un parti pris très fort dans tous les projets qui sont portés par l'IRES, il est probable qu'il faille aussi faire bouger les murs. De même que la transformation numérique fait bouger les murs et fissure les murs de l'organisation, le dialogue social aussi est un peu fissuré dans, en tout cas, les modalités instituées qu'il nous propose. Et c'est clairement aussi une réflexion que portent les projets de l'IRES, et en particulier l'idée de dire qu'il faut, au regard des enjeux des systèmes d'intelligence artificielle, ne serait-ce que de se poser la question d'agir à la fois dans les murs du droit, mais aussi de faire bouger un peu ces murs, de réfléchir à la façon dont on peut, oui ou non, adapter le dialogue social à ses dimensions intrinsèquement dynamiques, et puis articuler aussi le dialogue social avec les autres outils de régulation. Il est à outiller, tout simplement parce qu'en fait, comme le rappelait Pierrette, on est très loin de prendre à la mesure de la façon dont on peut s'approprier collectivement les impacts de l'intelligence artificielle, et que si effectivement on veut outiller les acteurs du dialogue, il faut réellement leur fournir des boîtes à outils et des éléments très opérationnels pour qu'ils soient en capacité d'agir sur les lieux de travail. Et dernier point, une conviction qui est très forte et qui renvoie tout à fait à ce que dit Pierrette, on porte à l'IRES la conviction que pour bifurquer,
il faut aussi bifurquer dans la méthode et que ça passe par des méthodes d'apprentissage collectif, d'expérimentation et qui amènent en fait à avoir une démarche qui vise essentiellement à donc opérationnaliser cette idée d'une approche bottom-up, hein, de mettre autour de ces questions-là et de ces enjeux-là des parties prenantes pour qu'elles soient en mesure de réfléchir et collectivement de construire les régulations par le dialogue que l'on préconise et que l'on propose. Alors si j'avance dans la présentation des projets plus précisément, donc, je vais démarrer par le projet Dialia qui s'appelle qui se dénomme Dialia pour dialoguer sur l'intelligence artificielle, qui est un projet qui donc a été mené 18 mois durant dans le contexte donc d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ANACT et qui donc a été coordonné par l'institut que je représente, mais qui d'emblée s'est installé dans une logique intersyndicale, puisqu'il a été piloté par 4 organisations syndicales, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, la Fédération des cadres de logique et la Fédération des cadres de FO. Au-delà de ces 4 organisations syndicales, la logique a été réellement de déployer une démarche d'expérimentation organisationnelle. Et donc 80 participants, 80 parties prenantes hein, ont été réunis pendant ces 18 mois du projet, y compris des représentants d'organisations patronales, dont l'UNAPL, le CINEF Digital. Mais ont aussi participé au projet d'autres membres et militants d'organisations syndicales, en particulier de Solidaires Finances Publiques et de la CFTC Média Plus. L'objectif de ce projet, il était très concret. Il visait clairement à réfléchir ensemble à la façon dont on peut déployer un cadre méthodologique partagé pour en quelque sorte faire du développement du dialogue social technologique un outil de levier opérationnel de la transformation numérique, mais aussi tout simplement en fait offrir un cadre de déclinaison de l'accord cadre européen de 2020 sur lequel je vais m'étendre un tout petit peu, et donc offrir un cadre méthodologique qui permette en fait de faire de l'accord cadre européen un levier pour, au niveau national, nourrir l'agenda et les discussions dans l'agenda autonome des partenaires sociaux en France. Ce projet a débouché sur 2 livrables. Un premier qui est une forme de manifeste en faveur du dialogue social technologique qui a été donc validé par les bureaux de 5 organisations syndicales, et puis aussi sur un référentiel de méthodologie de déclinaison de l'accord cadre, qui est donc une forme d'outil, de boîte à outils proposé à l'ensemble des représentants du personnel, voire même aussi au-delà de ces représentants de ces représentants du personnel, des directions en particulier pour justement favoriser l'appropriation de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi l'accord cadre européen offre un cadre qui est particulièrement précieux quand on réfléchit à la façon dont on peut adapter les modalités de dialogue social? Tout simplement parce qu'en fait, ce qu'il nous propose, c'est finalement de considérer que la transformation numérique, ce n'est pas du tout justement une affaire de technologie, mais surtout une affaire de transformation organisationnelle, donc de facto qui légitime le rôle du dialogue social pour la réguler, et puis aussi et surtout, et en fait, il nous propose une méthode, c'est-à-dire il nous propose une méthode qui tout à la fois comprend cette dimension partenariale, qui est ciblée sur les sujets organisationnels du travail, et qui aussi très clairement prend en compte la dimension itérative des systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'idée de dire il faut mettre au cœur du questionnement la question de l'impact sur l'organisation du travail, en traiter toutes les dimensions, le faire de manière partenariale et surtout prendre à la mesure du fait que lorsqu'un le système connaît un projet ou un système d'intelligence artificielle, c'est un cycle et qui contient différentes étapes, et cette dimension itérative est essentielle à prendre en compte dès lors qu'en fait on veut s'assurer justement de déployer un dialogue social qui permette le déploiement le plus favorable, et donc de renforcer ou de permettre en tout cas la confiance dans les systèmes d'intelligence artificielle. Le chapitre 3
de l'accord cadre traite explicitement de l'intelligence artificielle en énonçant un certain nombre de principes, le contrôle humain dont on a déjà largement parlé, la transparence et l'intelligibilité, la protection des biais et des discriminations et évidemment le respect du RGPD. De manière très précise, l'accord cadre européen de 2020 a été complété par un accord cadre plus précis et donc situé dans les administrations publiques en 2022, qui clairement pose des éléments plus concrets et opérationnels, on va dire, de dialogue social sur les différentes étapes, par exemple dès l'introduction d'un système d'intelligence artificielle. Mais ces deux accords-là sont absolument structurants pour justement fournir aux partenaires sociaux et aux acteurs du dialogue social des outils opérationnels pour justement accompagner le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. De fait, dans le cadre français et donc dans le cadre, on va dire, du reporting qui a été fait par la France du déploiement et de l'application de l'accord cadre, la ligne afférente à la France a en quelque sorte été laissée vide, on peut dire jusqu'à ce que, en quelque sorte, l'outil Dialia vienne, puisqu'effectivement, ce que propose le projet Dialia, c'est bien justement de fournir un cadre méthodologique de déclinaison de l'accord cadre. Alors, que propose la boîte à outils Dialia? Elle propose deux choses. Elle propose d'abord de donner à voir ce qu'est un projet d'intelligence artificielle, parce que la conviction qui a porté l'ensemble des participants au projet est clairement pour comprendre ce qu'on veut faire et comment déployer un système d'intelligence artificielle, il faut réellement comprendre ce qu'est un projet d'application IA quand on le déploie. Comprendre que ça contient des phases, que selon le moment où finalement on est, quelle est la phase dans laquelle on se situe, peut-être il peut y avoir des points de non-retour. Et donc, comprendre finalement ce qui se fait à quel moment et comment permettre justement de donner la capacité des acteurs du dialogue social à agir à ces différentes étapes du cycle d'un projet IA. Et cette dimension d'acculturation est très forte dans les livrables qui ont été proposés par le projet, parce que justement, et c'est clairement en lien avec ce que disait Pierrette, il y a une dimension d'apprentissage collectif, y compris par le dialogue et dans le dialogue. Et c'est ça clairement que propose en quelque sorte une partie du livrable du projet. La seconde, elle est beaucoup plus opérationnelle et par certains aspects, Monsieur Loiseau en a évoqué certains aspects, c'est-à-dire de dire il faut outiller les acteurs du dialogue, il faut donner des outils très concrets et opérationnels, et c'est clairement ce qui a été travaillé par les participants au projet, en proposant par exemple ce qu'on a appelé une forme de kit de survie du dialogue social en entreprise ou dans la fonction publique d'État, qui en quelque sorte liste un peu tout ce qu'on peut faire, à la fois dans le cas des informations de consultation obligatoires ou ponctuelles, mais aussi en articulant ça avec les droits, les nouveaux droits justement qui vont être donnés par les nouveaux avec le règlement sur l'IA et puis ceux qui existent déjà dans le cas du RGPD. Donc comment en quelque sorte permettre à des représentants du personnel de se retrouver un peu dans la forêt, pas toujours forcément évidente comment dire, explorer, que représentent les leviers disponibles pour justement mettre du dialogue à toutes les phases d'un projet de système d'intelligence artificielle. Et puis aussi, ce que propose la boîte à outils, c'est de dire, mais finalement, il faut aussi peut-être réfléchir autrement et ouvrir un peu des modalités inédites, ou en tout cas proposer des outils un petit peu innovants pour justement permettre à ce dialogue social de se faire tout au long du cycle d'un projet et s'adapter justement à la complexité que sont les systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on propose aussi, donc les fiches à outils du projet, avec en particulier l'idée que on pourrait, pour renforcer la visibilité des systèmes d'intelligence artificielle, élaborer une forme de registre des systèmes d'intelligence artificielle a été réfléchi et pensé à l'instar de registre du RGPD, voire aussi, pourquoi pas,
penser des clauses de revoyure qui permettent justement de se dire, ben voilà, à un moment donné, on fait le point sur finalement quels sont les impacts métiers, est-ce que les pilotes qui ont été mis en œuvre doivent ou ne doivent pas être généralisés, est-ce qu'on ne peut pas justement revoir un certain nombre de règles métiers qui avaient été précédemment pensées dans une phase antérieure du projet euh, et qui permettent justement d'accompagner cette forme de nécessité d'itération dans le dialogue quand on a des systèmes d'intelligence artificielle qui continuent à être entraînés, qui peuvent produire des biais et qui justement en fait, vraiment nécessitent cette approche itérative et adaptée au cycle de vie du système. Et puis, il y a aussi dans les outils qui sont proposés l'idée de dire il faut s'approprier et comprendre comment fonctionne un système d'intelligence artificielle. Et ça, c'est clairement une posture forte qu'on a adoptée collectivement, c'est de dire personne ne sera expert de l'IA, mais par contre, comprendre comment fonctionne ce projet, quelles en sont les finalités, ça, oui, c'est essentiel si on veut être en mesure de maîtriser les effets que cela aura sur le travail et donc sur l'ensemble des conséquences qui en découleront. Et puis, pour terminer, je vais présenter un projet qui est un projet antérieur au projet d'IALIA, qui est le projet Sequoia Deal, servir la confiance dans l'IA par le dialogue, donc qui a été mené 2 ans durant de 2021 à 2023, qui a été, alors pour le coup, piloté par une organisation syndicale, c'était la CFE-CGC, mais qui a là aussi été mené en partenariat avec des organisations patronales qui étaient l'UDP et puis d'autres partenaires européens, puisque c'était un projet qui a été financé sur une ligne budgétaire de soutien au dialogue social de la Commission européenne. Et en fait, le projet d'IALIA était centré sur un certain nombre de questionnements, dont y compris les modalités de création de valeur par l'intelligence artificielle et l'impact sur les compétences, mais aussi il avait cette dimension de travail collectif par une communauté d'acteurs parties prenantes qui ont réfléchi à la façon dont on pouvait finalement élaborer des outils ou en tout cas une approche renouvelée du dialogue qui finalement, là, pour le coup, à la différence du projet d'IALIA, propose aussi en quelque sorte des modalités inédites ou en tout cas qui s'émancipent du cadre du dialogue social institué. Et c'est typiquement le cas en particulier des propositions qui ont émané du projet, par exemple, de créer une forme de radar de la valeur qui serait une forme d'outil qui pourrait être mobilisé, par exemple, dans le cadre d'un dialogue au sein d'une filière, avec clairement l'idée de dire, voilà, il faut effectivement, à un moment donné, pourquoi pas réfléchir à la façon dont on peut adapter les modalités de dialogue des parties prenantes d'une filière, alors même qu'on sait pertinemment que la création de valeur et que l'intelligence artificielle et la création de valeur qui en découle, en fait, sont totalement bouleversés le long d'une filière, dès lors qu'effectivement, les enjeux sont importants en la matière. Et puis, dans le périmètre de l'entreprise, là aussi, il y avait aussi l'idée de dire il faut peut-être réfléchir à faire autrement. Et donc, c'est là où avaient émergé ces idées du registre des outils d'IA, de cette clause de revoyure et de l'idée de comité d'éthique, qui d'ailleurs, comité d'éthique qui est clairement, en fait, par certains aspects, s'approche de démarches innovantes qu'on commence à voir dans certaines entreprises. Je pense à partir de la démarche qui est portée par l'entreprise Schneider. Et donc, on voit là, et je m'arrêterai sur cet élément-là, le fait que il y a matière, quand on réfléchit à la façon dont le dialogue social comme élément de régulation peut s'insérer et s'articuler avec l'ensemble des autres dimensions de régulation qui sont à notre disposition, il y a matière réellement à la fois à articuler différemment, outiller les acteurs, articuler différemment en fait les outils à disposition, outiller les acteurs parce que ça ne va pas de soi que de s'emparer de l'ensemble des éléments et des leviers juridiques à disposition et que cet outillage, il passe par la culturation et l'apprentissage collectif. Et puis, il y a aussi matière à faire autrement.
et donc en quelque sorte à aller expérimenter. Et l'expérimentation qu'on propose, et en tout cas qu'on a travaillé collectivement dans le cadre de ces deux projets, elle va au-delà de l'idée des chartes négociées ou unilatérales. Elle va aussi chercher des formes renouvelées d'accords et de discussions pour justement permettre une forme de discutabilité un peu vertueuse pour justement favoriser donc un déploiement qui soit qui débouche sur une confiance partagée dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'arrête ici ma présentation. Merci Odile, merci Pierrette. C'est moi qui prends le rôle de discussion. Alors, on en a quelques-unes dans le question-réponse. Donc, on en a deux pour l'instant de Dimitri et Damien. Le temps d'alimenter peut-être avec d'autres questions. J'avais une première question qui m'est venue pendant l'intervention de Pierrette, mais ça s'adresse aussi à toi, Odile. Les organisations syndicales, ce sont des organisations complexes avec un niveau confédéral, fédéral, des unions régionales, départementales, locales. Tes travaux, là, Pierrette, ont présenté un petit peu les approches d'apprentissage. Mais en fait, sans parler en fait des flux d'apprentissage. Et donc, en fait, est-ce que, voilà, comment vous voyez un petit peu ces processus d'apprentissage dans les différents niveaux qui constituent les organisations syndicales? Bah, merci pour cette question, car c'est très intéressant de préciser avant de commencer que moi j'ai étudié deux organisations syndicales qui sont cadres, donc qui sont un peu l'électron libre dans cette organisation que vous venez de décrire maintenant. Et j'ai pas pu effectivement voir un peu le flux de comment tout cela, ou comment plutôt il passe d'un niveau cadre vers les niveaux confédéral et donc fédéral. Mais je pense que ça sera très intéressant de regarder que qui était le premier à répondre sur ces questions-là de gestion algorithmique. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est les cadres. Et d'où l'objet qui est vraiment déstabilisant pour un type de travailleur qui n'était pas auparavant donc, vraiment impacté par les technologies. Et ça, si je me permets, c'était aussi un angle pertinent. Mais étudier les flux, c'est pas dans cette étude, mais ça pourrait être dans un autre temps. Ok, Odile, est-ce que à cette question par rapport D'abord, à... moi je ne répondrai pas pour les organisations syndicales, mais D'accord. et bien, je pense que peut-être que Nicolas Blanc va intervenir cet après-midi, mais le fait est que euh, l'enjeu de la diffusion et de l'appropriation à tous les niveaux dans les organisations syndicales, dans les entreprises, il est majeur. Et par contre, ce dont je suis moi intimement convaincue, c'est qu'il y a une forme de maturité très très forte et qui n'est pas du tout le fait de quelques experts dans les organisations syndicales. Et que justement, et ça enfin, je me permets vraiment d'insister dessus, euh, la méthode, la façon dont on va penser et réfléchir l'appropriation jouera et joue aussi sur la façon dont on peut justement outiller les acteurs dans leur collectif de travail. Et donc, ça veut dire que, enfin, et c'est clairement la démarche qu'on a portée. Hein. Nous, dans les projets qu'on a menés, il y avait des militants de terrain. Il y avait des parties prenantes. Ce n'étaient pas du tout les experts de l'IA. Et cet enjeu-là, il est majeur parce que justement, en fait, enfin, on porte la conviction que pour prendre et comprendre ce qu'on peut faire avec les systèmes d'intelligence artificielle, il faut, en quelque sorte, y compris soi-même s'approprier et s'acculturer à ce que ça représente et ce que ça fait au travail. Merci Odile. J'avais une deuxième question sur... tu as parlé de Sequoia qui finalement dans l'intitulé évoquait le fait que en gros c'était servir la confiance par le dialogue. Et après, sur Dialia, tu évoquais une entrée par la compréhension. En fait, j'avais la perception que d'un côté, c'était en fait le dialogue et l'échange qui amenait les acteurs à monter en compétence et en compréhension sur le sujet. Et avec Dialia, j'ai le sentiment qu'on renverse un peu la logique, c'est-à-dire que le besoin de compréhension de l'objet serait un préalable à la mise en discussion. Et du coup, est-ce que entre les deux, il y a un paradoxe ou est-ce que c'est juste une perception de ma part? Est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu ces éléments-là?
Alors, oui, non, je pense que c'est plus une perception, parce qu'en fait, la méthode a été la même. D'accord. Et dans les deux cas, la méthode retenue pour faire travailler les acteurs a été une méthode d'apprentissage organisationnel collaboratif. Voilà, pour reprendre les termes Ouais. de Pierrette. La seule différence entre les deux, enfin les deux, il y en a plusieurs différences, mais la seule différence, c'est que dans le cas de Sequoia, on s'est autorisé en quelque sorte à aller chercher ailleurs que dans le droit institué, alors que dans Dialia, on s'est principalement centré sur l'idée qu'il fallait outiller les acteurs avec les outils de droit existants. Et donc la dimension innovante est un peu plus en retrait en quelque sorte dans Dialia que dans Sequoia, en tout cas sur les types d'outils qui sont mis à disposition. Même si Dialia intègre des outils qui ont été élaborés précédemment par Sequoia. Et puis l'autre différence, c'est que clairement Dialia est centré sur une approche franco-française, hein, avec, enfin, comme je le disais, l'idée vraiment de décliner le référentiel méthodologique de l'accord cadre européen. Et par contre, oui, ça passe par une phase d'apprentissage et de montée en compétence, enfin, montée en connaissance et d'appropriation de ce que c'est que l'IA. Et donc ça oui, enfin, c'est devenu un outil en soi qui est proposé. Ce qui n'était pas forcément le cas dans Sequoia, en tout cas initialement. J'espère que D'accord, en tout cas, merci. voilà. Ouais. Alors, on a une question de Dimitri Cricolière. Je m'excuse si j'ai écorché le nom, qui s'interroge, voilà, qui avait une question, alors qu'il l'adressait plutôt à Pierrette. Euh, et donc, il dit la chose suivante, voilà, sans remettre en cause la nécessité de l'infoconsulte en amont des décisions, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'améliorer le dialogue social au travers d'une gestion commune pour mettre en œuvre une évaluation des objectifs recherchés? Donc, en gros, il pose la question, au-delà de l'infoconsulte, quel est un petit peu quels sont les processus d'évaluation qui seraient mis en œuvre dans le cadre voilà, d'une information, consultation et de l'intégration d'un SIA? Bah, premièrement, merci pour la question. Déjà, l'info consulte, c'est très bien, mais en fait, avant de même de commencer ma recherche, j'ai mené une étude exploratoire pour voir si l'info consulte, elle peut finalement nous permettre, et ça c'était à l'époque de 2019-2020, pour voir s'il y a un dialogue social. Donc, et l'info consulte avec toutes ses obligations, elle ne menait pas finalement à pouvoir vraiment dialoguer et négocier l'IA. Surtout qu'à l'époque, c'était toujours RGPD compliant, comme la majorité des entretiens que j'ai menés. Donc, on limitait, et en plus, les organisations syndicales et les représentants n'étaient pas vraiment, ne faisaient pas vraiment de la formation, ne pouvaient pas vraiment demander les bonnes questions, savoir de quoi, quel levier on avait en main. Et finalement, ce qui a abouti à des infoconsultes un peu très, très simples qui laissaient rentrer des outils assez complexes d'SIA au sein de l'entreprise sans vraiment de barrières fortes. Et pour l'histoire, on pourrait voir par exemple un des cas que j'ai étudié, j'ai interviewé un même directeur ressources humaines au niveau, en fait, il avait un même outil, donc je ne vais pas le nommer, mais c'est un peu de la gestion de talent. Cet outil-là, il a passé très fluidement en France par une simple infoconsulte, car personne à l'époque maîtrisait bien le sujet. Par contre, en Allemagne, il voulait aussi généraliser cette même outil sur toute l'Europe. Il n'a pas pu le faire au niveau allemand, car là-bas, avec la codétermination et tout ce qui tourne autour, cela n'était pas faisable. Donc, l'infoconsulte, elle est très bien, mais elle a du mal à remplir ses objectifs quand on travaille avec des outils assez difficiles. Même, il y a une étude récente des collègues au CNAM, Greenan et Hall, il démontre que même les accords négociés, ils commencent à avoir l'IA dans ces accords, mais ils sont très, très peu nombreux. Et ils ont étudié sur une durée de 2017, si je ne me trompe pas, à 2024. Et là, on ne voit pas vraiment l'IA avec de clauses contraignantes, vraiment de transparence, d'explicabilité de ces outils qui sont en faveur de maintenir le droit des travailleurs au sein de l'entreprise.
Justement, sur cette question, il y avait aussi une étude là, qui montrait là, du CNAM CET qui avait un accord pour 1000 qui mentionnait le numérique et l'IA, que c'était en nette progression puisque ça avait doublé en passant à 2 pour 1000. Et ça fait le lien avec ce que tu disais, mais ça ouvrait la question à finalement derrière ces fameuses clauses de revoyure que tu évoquais, Odile. Bah, qu'est-ce qu'il en est en fait? C'est-à-dire compte tenu de cette réalité-là et de la faiblesse quantitative de la mention de l'IA dans les accords. Qu'en est-il de cette clause de revoyure? Qu'en est-il de ce comité éthique que tu évoques? Quelle composition il aurait? Voilà, ces deux questions qui faisaient écho et du lien avec ce que tu évoquais à l'instant, Pierrette. Oui, et j'ai vu qu'il y avait une question aussi de Grégoire Loiseau, je pense, sur les différents périmètres d'action. Alors bon, déjà, enfin moi je pense qu'il faut quand même beaucoup relativiser les résultats sur la très faible occurrence d'accords et de négociations, d'informations, consultations sur l'IA. Enfin, on parlait, il y a un an, on ne parlait pas de Shadow IA. Il suffit de regarder les enquêtes de la Commission européenne pour voir qu'en un an, on a pris 5 points sur le nombre d'entreprises qui déploient des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est en train de venir. Et quand on travaille avec enfin, les cabinets d'experts, ou en tout cas quand on discute avec les organisations syndicales, la demande, elle commence vraiment à venir. Et donc, on est au niveau des outils, en tout cas pour ce qui relève du registre ou de la clause de revoyure, on en est au stade un peu aussi d'expérimentation, c'est-à-dire de promouvoir ces outils. Donc typiquement, ce dont je peux témoigner, c'est le fait que par exemple la DGFiP, dans le cadre de ce qui est porté par le syndicat Solidaire Finances Publiques, qui était un acteur très important enfin, et structurant pour la réflexion notamment sur l'adaptation du registre. L'idée est de dire, voilà, ça peut être vraiment un outil qu'on peut promouvoir dans le cadre d'une expertise qu'on peut mener dans le cadre de notre administration. Et cet outil, il est aussi proposé, je le sais, hein, dans le cadre d'expertise auprès des CSE, c'est en train de se mettre en place. Après, l'idée, enfin, pour répondre à la question sur les différents périmètres d'action et le fait que, enfin, les témoignages dont on peut faire état d'actions des organisations syndicales, justement sur cette dimension entreprise, filière, Union européenne, ce qu'on a mené, nous, dans le cadre du projet Sequoia, donc avec la CFE-CGC, et la CFE-CGC était à la manœuvre, c'est une expérimentation dans le cadre de la réparation automobile où on a fait se parler ensemble. Donc, on a expérimenté notre idée du radar, hein, en quelque sorte, France Assurance, avec des acteurs de la réparation automobile et donc avec aussi des acteurs syndicaux. Donc, on avait en fait une forme voilà, d'expérimentation de ce que ça pourrait être qu'un dialogue au sein d'une filière qui a clairement en fait permis aussi de déboucher sur une forme de constat partagé hein, entre ce qui était du côté de la réparation automobile, de l'expert et de l'assurance. Donc ça, c'est un exemple concret. On a aussi commencé à mener des expérimentations dans le cadre enfin de secteurs d'activité, en particulier avec l'U2P, puisqu'on a une APL, on a effectivement noué ce partenariat dans le cadre des deux projets avec l'UNAPL, qui nous a permis aussi de mener des expérimentations dans des entreprises, en particulier dans un cabinet d'experts géomètres, sur la démarche qui est préconisée. Et de fait, l'idée est là clairement aussi de porter, enfin, de faire en sorte que cette démarche d'IALIA, c'est ça aussi l'intention, hein, ce soit quelque chose qui aussi permette de nourrir l'agenda autonome des partenaires sociaux en France. Et c'est clairement la volonté qui a été portée par les 4 organisations syndicales qui y ont activement contribué dans le cadre de d'IALIA. Merci Odile. Je prendrai encore trois questions pour respecter le plan de vol. Une première de Damien Huyghe, qui était dans les questions-réponses et que je lis. Comment faisons-nous et ferons-nous dans le cadre des consultations réglementaires où les directions et partenaires utilisent de façon plus ou moins affichée l'IA, avec le risque de voir des documents fleuves à expertiser. Et donc, en gros, que les acteurs du dialogue Mm. social se retrouvent avec une masse d'informations trop complexe qu'ils ne seraient pas en capacité de digérer et qui Mm. serait une manière de déstabiliser ce dialogue. Oui.
Et alors, c'est là où effectivement enfin, on a beaucoup réfléchi à l'idée de justement alors, feu le plan d'adaptation. Donc en fait, d'avoir une sorte de cadre surplombant, donc un accord de méthode, hein, qui justement permettent d'avoir une forme de maîtrise et de la complexité des projets et aussi du calendrier dans lequel effectivement on peut organiser le dialogue et enfin, cette proposition donc qu'on précise hein, dans le cadre des outils, pour nous, elle est donc enfin, matérialisée par l'idée d'un accord de méthode et d'un comité. Alors, il peut y avoir aussi, comme ça a été le cas hein, dans une grande SN dans le cas français, une sorte de comité qui se superpose en quelque sorte aux instances, hein, qui permettent justement de digérer un peu et d'avoir une forme, enfin, de permettre une forme de préparation de l'agenda et des informations consultations quand elles arriveront le cas échéant. Donc en fait, on a des outils. Alors nous, c'est vrai qu'on était très favorable à l'idée de ressusciter en quelque sorte le plan d'adaptation parce que c'est un outil qui permet justement de garder la maîtrise et de prendre la maîtrise en fait de la complexité et des timings et des enjeux et justement de la masse d'informations qui serait à digérer et à gérer. D'accord, merci, merci Odile. Et une dernière question de Frédéric Léonzi. Est-ce que, alors, Pierrette ou Odile, vous pouvez toutes les deux répondre, est-ce que vous avez étudié les relations entre les organisations syndicales et l'inspection du travail sur ce thème de l'IA? Peut-être Pierre, du coup, je réponds. Alors, en fait, il se trouve que ces projets d'IALIA et Sequoia, ils ont été menés aussi beaucoup, comment dire, en parallèle des sessions de l'INTEF. Et donc, beaucoup d'auditeurs de l'INTEF, donc l'école des inspecteurs du travail, hein, en fait, ont participé au projet et il y a eu une forme de, comment dire, de fécondation partagée entre justement l'approche de l'INTEF et l'approche portée par les projets donc enfin, portés par des organisations syndicales au sein de l'ERAS. Donc, je, enfin, on va dire que ça a été médié essentiellement par l'INTEF. Voilà. Donc oui, il y a ce lien qui est établi. Merci, merci Odile, merci Pierrette. Je rends la parole à Cognac G, à Vincent qui souhaite, avant la conclusion, vous adresser une dernière question. Merci à vous deux. Merci Merci Nicolas. beaucoup. Euh, Merci Pierrette, merci Odile pour la présentation croisée. Je trouvais que la combinaison de vos apports théorico-méthodologiques ouvrait des perspectives intéressantes sur le rôle des partenaires sociaux dans la régulation de l'IA. Et je trouvais la proposition de Pierrette tout à fait intéressante, l'idée selon laquelle l'IA serait une sorte de catalyseur et qui conduirait à finalement investir sur trois niveaux dans le dialogue social, à la fois sur la qualité des objets qui sont soumis à discussion, information, consultation, négociation, mais aussi la qualité des processus à travers lesquels ces objets sont saisis, et enfin la qualité des relations entre les différentes parties. Du coup, je m'interrogeais parce que vos propos, alors Pierrette, c'était clair, c'est centré sur les organisations syndicales, c'est-à-dire que l'approche organisationnelle, elle est appliquée aux organisations syndicales. Dans le cas des projets Sequoia et Dialia, c'est un petit peu plus mitigé parce qu'il y a d'autres types d'acteurs à l'intérieur. Mais du coup, ma réflexion ou ma question ou ma remarque, c'est quid des apprentissages organisationnels associés à l'introduction des IA dans les organisations en dehors du périmètre des OS? Quid des représentants patronaux? Quid des directions d'entreprise? Est-ce que vous avez, Odile, tu le pointais, déjà initié un certain nombre d'expérimentations? Comment on peut imaginer poursuivre, prolonger ces expérimentations donc d'apprentissage organisationnel des partenaires sociaux et pas simplement des organisations syndicales.
Merci Vincent. Du coup, si je reformule, donc, de comment on pourrait comment dire, créer une certaine extension de cet apprentissage organisationnel aux autres parties prenantes, je trouve que déjà, d'emblée, on a des préconisations de ce qui marche, ou plutôt en fait de ce qui, pour ne pas dire ce qui marche bien, mais plutôt du résultat. Donc, si on veut être plutôt dans une démarche experte et nos réponses devrait être un peu orienté expertise, etc., bah, on sait de quel type de leadership, de quel type de comment on doit mener les choses. Et si on est un peu orienté vers une approche plus collaborative et on veut mener des approches qui sont plus nouvelles et innovatrices au niveau du dialogue social, on serait un peu mené à regarder plutôt l'OS1 avec ses dynamiques. Bien évidemment, quand on étudie un autre type d'organisation, il y a d'autres, comme par exemple les autres partenaires sociaux, en l'occurrence les syndicats, le patronat, le MEDEF, etc. En fait, on sera amené à étudier l'organisation et ses spécificités, mais ça n'empêche pas de pouvoir retenir les préconisations que les organisations syndicales nous ont données pour pouvoir nous projeter plus facilement et plus rapidement. Donc, au lieu que ça prenne 6 ans pour un peu dans une démarche de tâtonnement que moi j'ai essayé de reconstruire, on pourra faire plus vite et comment dire, ça sera un peu le socle sur lequel on pourrait facilement nous projeter. Si on souhaite vraiment mettre en œuvre des réponses qui sont plus rapides, orientées, innovatrices et même du dialogue social lui-même. Et là, ça peut gagner du temps car déjà, les OS, ils sont à l'aise avec les approches de ce type-là. Et en fait, c'est juste un peu une question d'adaptation et de réappropriation des objets. Donc, voilà. Non. De mon côté, la réponse que je vais faire à ta question, qui est évidemment extrêmement pertinente, Vincent, c'est un peu, enfin, il y a une dimension de la pro, c'est-à-dire que euh, l'étape peut-être essentielle, c'est d'arriver à convaincre du côté des directions qu'on a trouvé les bons arguments pour justement euh, aller vers une pratique de dialogue social qui soit adaptée aux enjeux des systèmes d'intelligence artificielle et de la transformation numérique. Et cette conviction, elle ne va pas de soi. Et donc, et je suis intimement convaincue qu'elle passe aussi par la pratique et le fait et donc le dialogue en quelque sorte professionnel, c'est-à-dire que aujourd'hui on a toutes ces pratiques de shadow IA qui amènent de facto les directions à se poser des questions. Et donc peut-être que par la pratique du dialogue professionnel, en tout cas je pense vraiment sur le terrain dans les entreprises et les organisations, on peut faire émerger et en tout cas convaincre de l'intérêt d'aller ensemble sur des pratiques plus instituées de dialogue. Et après, effectivement, c'est tout ce qui peut favoriser des démarches d'expérimentation est fondamental. Enfin, clairement, ce qui est porté par l'ANACT et les ARACT dans la déclinaison de ces démarches d'expérimentation, donc qui font suite à l'appel à manifestation d'intérêt que vous aviez donc lancé maintenant il y a 2 ans et demi, participe aussi de cette capacité justement d'amener l'ensemble des acteurs à en quelque sorte s'approprier ces enjeux-là et y aller. Et donc, mais je pense qu'effectivement, enfin, ça relève toujours de cette idée du bottom-up et, et que la conviction, la persuasion de l'intérêt partagé d'y aller, c'est pas forcément, enfin, elle vient pas forcément voilà, du haut, mais peut-être aussi de la pratique des professionnels. Eh bien, merci beaucoup. Il y a d'en haut, il y a d'en bas. On va s'arrêter sur cette formule. Et merci encore à vous et à tous et à toutes d'avoir participé à cette séance matinale.